Alors, c'est encore une intervention à deux voix. On voit qu'on a élargi le champ. Là. Depuis ce matin, on était très, très cadré. Là, on prend de l'ampleur. On a vu on a vu ce matin éclairer les modalités de gestion, comme le propose le titre de notre séminaire. C'est aussi permettre à tous de comprendre et de s'approprier la décision publique. Pour ça, des outils de diffusion de la connaissance. On a vu aussi depuis ce matin que parfois la connaissance est un peu ardue parce qu'elle mobilise des disciplines très différentes dans lesquelles on ne peut pas tous être spécialistes. Et donc, il faut des outils de diffusion de la connaissance, de pédagogie, de sensibilisation. Et parmi ces outils, la réalité virtuelle qui permet de revivre certains événements pour en garder la mémoire. C'est sur cet outil-là que vous travaillez, Sophie Madeleine, directrice adjointe du Centre interdisciplinaire de réalité virtuelle à l'Université de Caen. Et vous proposez, entre autres, de nous faire revivre la tempête qui a frappé Etretat en 1990, et ce, avec la complicité active de Stéphane Costa, qui est à vos côtés. C'est à vous. Vous nous entendez bien? On vous entend parfaitement. Donc, on va faire une présentation à deux voix et en deux temps. Je commencerai par présenter le CIREV, le Centre interdisciplinaire de réalité virtuelle qui a pris en charge la partie proprement 3D du projet. Et puis ensuite, Stéphane vous expliquera comment les services offerts par le CIREV ont été habilement utilisés par l'équipe pour essayer de proposer des résultats innovants qui permettent d'avoir des nouveaux outils pour dialoguer sur les problématiques qui nous intéressent. Donc, je vais activer le partage d'écran pour que vous puissiez tous voir la présentation PowerPoint. Ça va juste prendre une minute. 30 secondes. 30 secondes. Voilà. Flèche. La petite flèche, partage d'écran, fenêtre et PowerPoint et partager. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien la présentation? Absolument. Alors, c'est parti. Donc, je vais vous proposer sur la première partie une présentation rapide de la plateforme technologique CIREV, le Centre interdisciplinaire de réalité virtuelle de l'Université de Caen. Donc, je vous parlerai des objectifs, des enjeux et des atouts, et je vous montrerai les résultats des travaux qui ont été menés en collaboration avec Stéphane Costa pour la dernière partie. Alors, l'objectif, il est tout simple, c'est de faire de la Normandie une région phare de l'utilisation de la réalité virtuelle appliquée à la recherche. Il faut savoir qu'on a été dans les toutes premières universités de France à s'emparer de ces technologies dès les années 90, ce qui nous a permis d'acquérir un certain nombre d'atouts que je vais vous présenter tout de suite. Mais avant de parler des atouts, il faut d'abord parler de la recherche pure. Pour quel type de recherche la réalité virtuelle est-elle utile? On peut l'utiliser pour la représentation, représenter des mondes disparus, des mondes dégradés ou des mondes dangereux, pourquoi pas, dans le milieu, pourquoi pas dans des milieux difficiles. Et un des cas d'études classiques, c'est la restitution virtuelle des sites historiques très anciens. Un des projets phares portés par le CIREV est un projet de restitution virtuelle de la Rome antique. Donc on fait la recherche et on montre le résultat de cette recherche en s'immergeant dans des mondes disparus. C'est la représentation. Cette représentation est utilisée par différentes disciplines, histoire, industrie, géographie, etc. Ça représente à peu près 150 chercheurs. On a également plusieurs équipes qui travaillent sur l'expérimentation. En réalité virtuelle, l'expérimentation permet de simuler tout ce qu'on ne peut pas faire en vraie réalité. Alors bien sûr, je mets des guillemets sur cette expression qui est un petit peu malheureuse, mais la réalité virtuelle permet de tester ce que l'on ne peut pas mettre en place dans la vie réelle. Alors je vais vous donner quelques exemples. Tester des tempêtes qui ont eu lieu, voir quelles sont les tempêtes qui ont eu lieu il y a une dizaine d'années, on peut le faire en réalité virtuelle. Essayer de prévoir quelles sont celles à venir et les représenter, on peut le faire en réalité virtuelle. Tester le comportement de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer dans un environnement donné, on peut le faire en réalité virtuelle. Donc, la représentation et l'expérimentation sont deux grands champs de compétences qui regroupent aujourd'hui à peu près 300 chercheurs au sein de la région Normandie. Cette réalité virtuelle permet de répondre à 3 types d'enjeux sociétaux. Des enjeux de santé publique, j'en ai dit un mot, je ne vais pas m'appesantir sur ce sujet aujourd'hui, mais
Grâce à la réalité virtuelle, on peut tester des comportements, essayer de détecter très tôt des pathologies avec des moyens que nous n'avions pas jusqu'à présent. Actuellement, il y a un projet qui vise à dire à des personnes qu'elles sont très susceptibles de développer la maladie d'Alzheimer dans les quelques mois à venir, et ce diagnostic est fait avec la réalité virtuelle. Donc des enjeux de santé publique. Des enjeux environnementaux, Stéphane va vous l'expliquer un petit peu plus longuement tout à l'heure, je passe. Des enjeux patrimoniaux, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, ce que je vous disais tout à l'heure avec le projet de restitution virtuelle de la Rome antique. Aujourd'hui, quand on arrive sur le forum romain, je crois que 98% de la population ne comprend pas ce qu'elle voit. Grâce à la réalité virtuelle, chacun peut mieux appréhender ce qu'étaient ces bâtiments avant leur destruction. Donc voici les 3 types d'enjeux. Donc pour répondre à tout cela, maintenant que le cadre est posé, nous avons un certain nombre d'atouts à l'Université de Caen. Et un de ces atouts, c'est que nous avons construit sur mesure, en fonction de ces projets de recherche, une grande salle de réalité virtuelle en 2015. Cette salle de réalité virtuelle a été conçue avec 2 espaces. Une salle machine pour tout le système de cluster qui va permettre de générer les images. Et la restitution peut être diffusée en même temps dans un amphithéâtre de 150 places et dans la salle immersive où se trouvera un sujet. Ça veut dire que si un élu fait une simulation dans la salle immersive, en conditions d'immersion complète, on peut avoir 150 administrés qui regardent le résultat en direct dans l'amphithéâtre. La salle immersive est la plus grande salle immersive de France en milieu universitaire. Elle peut être configurée de 2 façons, avec un tapis de marche encastré dans le sol qui permet de se déplacer à l'infini dans le monde numérique, ou sans le tapis, avec la totalité de la surface de projection utilisée. Dans ce cas, le tapis est rangé dans une fosse qui se trouve dans le sol, et c'est la configuration que nous utilisons avec Stéphane. Nous avons également une équipe d'ingénieurs dédiés à 100% à la réalité virtuelle, ce qui nous permet de toujours être en dialogue avec les chercheurs et de répondre perpétuellement à l'évolution de leur cahier des charges pour essayer de créer un produit qui soit le plus en adéquation possible avec la demande. Donc, je ne vais pas m'appesantir sur ce que nous faisons. Je vous montre le résultat des simulations. Je te laisse commenter. Alors, on prend un peu d'avance par rapport à la présentation que je voulais faire. On est là avec la tempête de février 1990, qu'on a déjà évoquée aujourd'hui, à Étretat, mais cette tempête a été rejouée avec plus 1 mètre d'élévation du niveau des mers. Voici ce que ça va donner dans les rues d'Étretat ou dans certaines rues d'Étretat, notamment celles que vous avez tous les yeux. C'est le franchissement par la mer qui va s'opérer au moment de la pleine mer. Donc, ce n'est pas une rupture de digue, mais véritablement un franchissement et par paquet de mer, même si on a eu du mal à le modéliser, mais surtout par débordement de la côte d'Arras de l'ouvrage. Alors, ce n'est pas une vue de l'esprit, hein, je l'expliquerai tout à l'heure. Les hauteurs d'eau et les vitesses d'écoulement sont des hauteurs d'eau et des vitesses d'écoulement qui ont été calculées par modélisation. On n'est pas du tout dans le cinéma. On n'est vraiment pas là pour faire des effets spéciaux. Tout ce que vous voyez ici, c'est de la science. On a utilisé un logiciel de particules, donc un logiciel normalement utilisé pour les sciences physiques pour faire cette simulation. Et le résultat que vous visualisez ici en 1 minute 30 a demandé plus de 4 mois de calcul sur une station technique dédiée. Donc on est vraiment sur des technologies de pointe, mais qui correspondent réellement à une recherche scientifique. Okay, excusez-moi, pour bien comprendre, ce que vous nous montrez là, c'est ce qui s'est réellement passé en 90 ou c'est ce qui se serait Donc, passé avec un mec? On va arrêter la vidéo. On va arrêter la vidéo. Ouais. On va arrêter la vidéo et puis on va passer sur la deuxième partie de la présentation. Je vais arrêter le partage pour le PowerPoint. On va passer à l'explication maintenant scientifique et vous allez pouvoir comprendre comment nous sommes arrivés au résultat de cette simulation. Mais c'est bien. Pour que je comprenne, je suis désolé, mais est-ce que c'est une reconstitution ou une simulation? C'est-à-dire, est-ce que vous nous faites revivre ce qui s'est réellement vécu en février 90, ou est-ce que vous imaginez ce qui serait passé avec un autre niveau de moyenne de la mer?
En fait, les deux, puisque d'abord, comme je l'évoquerai dans quelques instants, il s'agissait Pardon. de refaire la tempête de février 90, de la faire revivre aux élus et aux populations qui ont pu être confrontés à cet événement. Et ensuite, mais pour des raisons pratiques, là, on vous a emmené directement en 2100. Là, on vous a montré uniquement la vidéo correspondant à la tempête de février 90 avec plus 1 mètre d'élévation du niveau des mers. Ok. Donc, il y a plusieurs vidéos. Donc, une première qui correspond justement à la tempête de février 90 pour qu'elle soit validée par les gens qui ont vécu ce phénomène dans leur espace. Et puis ensuite, on les emmène dans le futur pour leur montrer ce qui risque de se passer avec l'élévation du niveau des mers. Donc, Parfait, il y c'est a très clair. vraiment de vidéos. Donc là, Pardon c'était, pardon mais de pas vous du avoir tout, on est allé perturbé. directement au but. Alors, merci de cette présentation parce que ce projet n'aura pas pu se faire sans CIREF, bien évidemment. Ce projet qui s'appelle l'appropriation par les acteurs de la ville côtière normande, de l'aléa submersion marine, de l'intérêt de la réalité virtuelle, c'est quelque chose qui a été réalisé par une équipe pluridisciplinaire. Vous avez ici l'ensemble des collègues qui ont travaillé sur ce projet, des collègues de sciences humaines et sociales et des collègues de sciences dures et de modélisation, aussi bien en Normandie qu'en Bretagne. Le contexte général de ce projet est le suivant. On s'est toujours interrogé sur l'acceptation sociale des projets de gestion des risques, notamment autour des cartes d'aléas. Quand on participe aux réunions publiques de présentation des cartes d'aléas dans les PPR, c'est souvent difficile entre les services de l'État qui présentent ces cartes et légitimement avec une volonté de sortir des gens des zones à risque et des zones les plus dangereuses, et puis bien évidemment les populations ou les élus qui souvent réfutent ce type de cartographie pour essayer de minimiser l'extension spatiale des interdictions de construction, par exemple. En fait, on s'est aperçu également que l'acceptation sociale était facilitée dès lors que l'on partageait une culture scientifique et une mémoire du risque commune. Dès lors que sur les territoires, on arrivait à partager cette culture et cette mémoire, on pouvait commencer à penser à des projets de territoire ambitieux pour le futur. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes lancés dans ce projet en se disant, et si l'outil réalité virtuelle pouvait finalement nous aider à faire en sorte qu'il y ait une appropriation de cette culture et de cette mémoire. Alors, le contexte général du projet, bien évidemment, c'est un projet exploratoire sur l'utilisation de la réalité virtuelle comme outil de communication, comme je viens de le dire. Et pourquoi les villes côtières normandes? Parce que les villes côtières normandes, malheureusement, catalysent tous les problèmes hydrologiques que l'on peut rencontrer, inondations par la mer, remontée de nappes phréatiques, ruissellement urbain, débordement des cours d'eau. Tout cela peut parfois en plus être concomitant dans le temps et dans l'espace. Alors, c'est un secteur, ce sont des villes côtières qui ont déjà été fortement marquées, qui ont payé un lourd tribut face à ces phénomènes d'inondation par la mer et d'inondation continentale, que ce soit par débordement des cours d'eau ou des crues éclairs, comme le montrent ces photos, ces différentes photos qui sont proposées à l'écran. Les objectifs principaux, je les ai évoqués. Au-delà de participer à l'amélioration de la connaissance, il s'agissait également de voir quelle était la pertinence de cet outil moteur qu'est la réalité virtuelle, faire vivre l'événement passé, mais ensuite faire revivre cet événement passé avec plus 1 mètre d'élévation du niveau des mers. Les terrains d'études en Normandie étaient les suivants: Quiberville-Sainte-Marguerite, Étretat et Villers-sur-Mer. Il y a 3 étapes principales de recherche dans ce travail. La première étape, et on est clairement dans le thème de la journée, c'est une approche historique pour définir les conditions limites de la modélisation, c'est-à-dire qu'on est allé chercher l'ensemble de l'information existante pour essayer de fournir les éléments les plus pertinents possibles, les plus précis possibles à la modélisation. Alors voilà ici quelques éléments qui nous ont permis de retracer l'extension spatiale des inondations, les hauteurs d'eau dans les rues, mais aussi les vitesses d'écoulement qu'on a pu estimer au regard des photos. Et puis ensuite, on avait une reconstitution à partir de modèles numériques de terrain extrêmement précis qui permettaient aux modélisateurs de bien comprendre ce qui s'est passé en 1990 et au regard de cette diapo, de modéliser les phénomènes historiques, puis de les modéliser avec 1 mètre d'élévation du niveau des mers. Cette deuxième étape a été réalisée par les collègues de Rouen, du M2C, notamment Imen Turki et Benoît Léniel, et qui nous ont permis d'avoir des ordres de grandeur sur, là encore, l'extension spatiale, les vitesses d'écoulement et les hauteurs d'eau pour 2100, avec plus 1 mètre d'élévation du niveau des mers, et surtout de modéliser ce qui s'est passé, pour bien finalement permettre aux élus de s'apercevoir que notre modélisation est fiable et que ce qu'on leur propose pour 2100 est quelque chose de pertinent.
La troisième étape, c'est la scénarisation, la diffusion par la réalité virtuelle pour l'appropriation de l'aléa inondation. Alors, je vais passer très vite sur cette diapo puisque vous avez vu la vidéo. C'est une autre rue de la ville d'Étretat, de la commune d'Étretat. Donc, on a fait ça sur différents secteurs. L'objectif initial était de se promener dans la ville, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore possible. On a quelques idées pour améliorer la chose, mais c'était extrêmement compliqué parce que, comme l'a dit Sophie, 1 minute 30 de modélisation, c'est 4 mois de travail. Peut-être l'élément le plus intéressant peut-être maintenant, c'est cette volonté d'essayer d'estimer l'impact que ça avait sur les élus, sur les personnes qui ont vécu cette réalité virtuelle. Donc, on a essayé de monter un questionnaire qui permettait de fournir quelques éléments de réponse quant à la perception et à l'intérêt de cet outil de réalité virtuelle perçu par les personnes qui ont vécu cet élément. Donc, un questionnaire qui nous a permis de rencontrer bon nombre d'élus. Alors, dans un premier temps, on en a rencontré plus de 150 qui nous ont dit super. Alors, nous, on était un petit peu inquiets au début quand on a vu la force des images, mais non, ça a été extrêmement bien reçu par les élus, quel que soit leur niveau, élus locaux et territoriaux, et même des élus à l'échelle nationale, qui nous disaient il nous faut maintenant absolument ça pour parler avec nos administrés. Mais on voulait le quantifier un peu scientifiquement. Donc, nous avons réalisé ce questionnaire auprès de 50 acteurs. Et que dit ce questionnaire? Quels sont les résultats principaux de ce questionnaire? Ce questionnaire nous permet d'avoir finalement, je dirais, une représentation, un état émotionnel qui permettait de définir la crédibilité ou pas de ce qu'on leur montrait. Alors, 2 éléments de réponse. 78% des élus rapportent se sentir davantage concernés et mieux estimer l'ampleur et les conséquences de l'élévation du niveau des mers sur leur territoire après avoir vécu la réalité virtuelle. Et près de 98% des personnes interrogées, 90% pour les élus, rapportent que cet outil est un bon vecteur de communication pour l'appropriation des aléas et des risques. Alors, en conclusion, la réalité virtuelle, c'est un bon outil de communication, d'appropriation de la connaissance sur les aléas. On a des projets futurs. Le retour est très encourageant, mais il est nécessaire d'améliorer la représentativité statistique. C'est en cours parce qu'on a eu affaire là à un échantillon statistique relativement limité. Mais, il y a un mais. Le déploiement technique et humain, notamment les temps de calcul, sont extrêmement importants. Donc, on est aussi en train de réfléchir avec le CIREV à réduire ce coût humain et technique. Il y a un intérêt actuel pour la réalité virtuelle, mais est-ce que ce n'est pas un effet de mode induit par la nouveauté de cet outil? Quid du retour des populations côtières? Parce que pour l'instant, on s'adresse uniquement aux élus, aux services de l'État, aux techniciens des collectivités. Donc là, c'est une grosse question. Les élus nous souhaiteraient qu'on y aille. Si on y va, c'est forcément avec eux parce qu'il faut une explication scientifique et puis il faut une explication également politique. Et puis, je dirais que pour les élus, c'est très encourageant pour nous. Ils se sentent beaucoup plus concernés. Et se sentir concerné, c'est une chose, mais passer à l'action en est une autre. Et l'avenir des territoires va nécessiter effectivement de réfléchir aux territoires de demain qui seront bien évidemment différents d'aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ouais. Merci Sophie Madeleine et merci Stéphane Costa. Alors, à l'applaudimètre, vous faites un tabac, résultat formidable, bravo pour ce travail qui mérite largement d'être valorisé au niveau national. Alors, les restitutions peuvent-elles être présentées ailleurs que sur le site de Caen, via des vidéos par exemple, pour diffuser cet outil de sensibilisation très parlant? Alors, la restitution virtuelle telle qu'on l'a envisagée et telle qu'on l'a créée au CIREV est multi-support. Donc, le top du top, c'est de l'avoir dans la salle de réalité virtuelle à Caen, avec les écrans autour, avec la sonorisation spatialisée. Mais dès le début, nous avons pensé que l'outil devrait pouvoir être transporté sur les territoires. Donc, ce que nous avons présenté peut être vécu en casque de réalité virtuelle. On peut se déplacer, et d'ailleurs, on l'a fait avec Stéphane. On a fait des présentations à Dieppe, à Étretat. On peut emmener les casques sur place pour que différentes personnes puissent individuellement vivre la simulation. Et puis, les films qui ont été calculés sont aussi compatibles avec d'autres supports. On peut voir le résultat sur tablette, sur ordinateur, sur smartphone. Donc, on est vraiment sur du multi-support, ce qui permet de diffuser largement le résultat de l'expérimentation. On n'est pas obligé d'avoir avec soi une batterie de casque, etc., tout les équipements.
Avec le téléphone qu'on a tous dans la poche, on peut aujourd'hui voir le résultat. Ok, oui, il faut que les populations s'approprient le risque, mais est-ce que les acteurs publics qui veulent attirer de plus en plus de monde sur leur territoire littoral ne craignent pas que ce projet fasse barrage à leur urbanisation? C'est ce qu'on a cru quand on a vu les résultats de réalité virtuelle et de modélisation, mais le fait de l'avoir présenté aux élus et que les élus nous disent non, c'est un élément fondamental qu'on doit partager maintenant avec nos administrés, pour eux, ce sont des éléments qui permettent aussi l'appropriation de la connaissance via les populations, qui évitent le déni ou, comme l'évoquait ce matin Emmanuel Garnier, la difficulté de transmettre cette mémoire et cette culture du risque. Donc non, pour eux, manifestement, c'est un moyen de pouvoir aller au-delà de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Mais quand vous dites les élus, j'imagine qu'il y a une forte gradation d'implication des élus sur ces sujets-là et que une partie des élus doivent relever de ce que Patrice Bocher, qui vous posait la question, pointe comme ce qui pourrait craindre que cette réalité-là fasse barrage à leur souhait d'urbanisation, et puis d'autres qui sont, j'allais dire, plus éclairés. Les premières personnes, les premiers élus à qui on a présenté, ce sont justement le conseil municipal d'Étretat. Ils devaient avoir la primeur. Et là encore, j'allais dire 95% des élus présents nous ont dit il nous faut ça, on a besoin de ça pour discuter avec nos administrés. Et c'est ça un peu qui a lancé, je dirais, le bal pour ensuite aller voir l'ensemble des élus. Alors quand je dis 95%, on peut s'intéresser aux résidus statistiques, c'est-à-dire les 5% qui manquent. Et bien dans les 5% qui manquent, effectivement, on a 3 grandes catégories de gens qui n'ont pas envie de voir ça sur leur territoire. Il y a la première grande catégorie, je ne vais pas me faire des amis, mais c'est l'ingénieur à la retraite qui a toujours une solution et qui va bétonner le littoral pour éviter que les vagues passent par-dessus l'ouvrage. Bon, c'est un choix, ce n'est pas le nôtre. Deuxième type de catégorie, ce sont des gens qui... Il est à la retraite, il est moins nocif. Il est dans les réunions publiques. Deuxième catégorie, ce sont les élus ou les personnes qui ont des biens directement exposés aux aléas et qui disent surtout ne montrez pas ça parce que la valeur de mes biens va baisser. De fait, mais sans ces vidéos, de toute façon, la valeur des biens risque de baisser à terme. Et encore, on s'aperçoit que là où il y a eu des forts dégâts, des inondations, effectivement, immédiatement après, le prix du foncier a fortement baissé, mais 5 à 6 ans plus tard, il retrouvait finalement son niveau antérieur. Là encore, c'est ce qu'on évoquait ce matin, c'est une forme de mémoire de poisson rouge, on oublie très rapidement ce qui s'est passé. Et puis la troisième catégorie, ce sont des gens qui ont des projets sur le littoral, en bordure de littoral, qui nous disent mais si vous présentez ça, on ne pourra pas mener à bien notre projet. Et la réponse est de dire mais si, prenez-le en compte. Prenez-le en compte. Vous disiez que les élus d'Étretat, notamment, avaient dit on a besoin de ça pour sensibiliser nos mandants, nos administrés. Mais est-ce qu'ils se sont réellement appropriés l'outil? Est-ce qu'ils ont organisé des sessions de sensibilisation en s'appuyant sur votre outil? Et quel en a été le retour? Pour l'instant, pas encore, parce que le projet n'est pas terminé. Mais effectivement, nous avons affaire à un certain nombre d'élus qui nous ont contactés pour organiser des réunions publiques pour maintenant accompagner cette vidéo je dirais, de l'explication scientifique qui a permis de construire cette vidéo et d'enclencher le débat sur l'avenir du territoire littoral, parce que bien évidemment, avec ce qu'on annonce en termes d'élévation du niveau des mers et de changement climatique, on ne pourra pas y vivre et en vivre de la même façon. Il ne s'agit pas de dire que ça sera un no man's land, mais on ne pourra pas y vivre et en vivre de la même façon. Donc, ça nécessite d'anticiper, de réfléchir, de discuter. Et donc, peut-être que la réalité virtuelle permettra de lancer les débats autour de ce littoral de demain. Est-ce qu'il est envisagé... Pardon, excusez-moi, j'ajoute juste une petite chose. On n'en a pas parlé parce que le temps est réduit, mais la réalité virtuelle est aussi un outil qui permet de présenter des futurs possibles. Pas des futurs obligatoires, mais des futurs possibles. On peut proposer à des élus de visualiser en réalité virtuelle des propositions d'avenir de leur territoire qui correspondent à une mise en sécurité complète de la population. Donc, non seulement on leur explique ce qui va se passer, mais on leur propose des solutions sans vouloir les imposer. Mais on ne les laisse pas devant... Il y a un problème. On arrive aussi en essayant d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'on peut présenter en réalité virtuelle à la fois des avenirs évitables et des avenirs désirables. C'est ça.
C'est la raison pour Euh, laquelle on a un projet d'ailleurs sur une rivière, la Sanne, et notamment les communes de Quiberville-Sainte-Marguerite et Sainte-Marguerite-sur-Mer, où justement on propose aux élus de survoler leur territoire comme si c'était en drone, en réalité virtuelle, mais en drone. Ils survolent leur territoire actuel, ils survolent leur territoire avec l'aléa annoncé, et puis ils survolent un champ des possibles, un territoire possible de demain qui est proposé par des urbanistes et des architectes. Et donc, ça leur permet de voir, de s'approprier aussi ce que pourrait être leur littoral futur. Et donc, une fois qu'il y a une appropriation, il y a parfois aussi une acceptation sociale plus rapide. Est-ce qu'il est envisagé de réaliser à court terme ce genre de simulation sur d'autres sites littoraux? Alors, ça a été On la va penser. commande, quand on a présenté ça au président de région de Normandie, Hervé Morin, il nous a dit bah, il nous faut ça sur toutes les vallées de Normandie. Bon, là, c'est un autre métier. Notre objectif, là, d'un point de vue scientifique, c'était de montrer que la réalité virtuelle avait du sens pour cela, qu'on était en capacité de le faire. Ensuite, le décliner sur toutes les vallées, compte tenu du temps aujourd'hui nécessaire. C'est plus notre métier, c'est plus le métier de la recherche et de l'université. Nous, on est chercheurs, on est Ouais. là pour étudier la faisabilité, montrer l'intérêt du produit et montrer qu'il y a une appétence des élus une fois que le produit est réalisé. Après, s'il s'agit de le décliner, on est plus dans la compétence de start-up que dans celle de l'université. Mais il n'en demeure C'est pas ça. moins qu'on a là des projets de déclinaison, un peu la même chose, Ouais. pas exactement, sur d'autres questions scientifiques, sur d'autres territoires. C'est en maturation. Donc vous, votre métier, c'est de faire le prototype. Après, Voilà. si des industriels veulent s'en saisir, des industriels de la production audiovisuelle veulent s'en saisir pour travailler autour, c'est à- c'est- C'est un peu c'est ça. à- Eh bien, merci à vous deux, Sophie Madeleine et Stéphane Costa. On va donc passer à la dernière séquence, enfin voilà, l'avant-dernière séquence, puisqu'après il y aura quelques mots de conclusion. Stéphane, vous allez être encore avec nous. Mais on va passer à l'avant-dernière séquence de cette journée de travail. Alors, on se quitte là et on se retrouve tout de suite pour la séquence suivante où nous allons justement accueillir des élus. On parle d'eux depuis un petit moment. Eh bien, ils seront là avec nous, mais pas pour parler de réalité virtuelle, pour parler d'un autre outil. À tout de suite. À tout de suite.